devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Merci de vous informer sur Digital Congo Télévision les titres du journal. Les membres du gouvernement en séminaire de renforcement de capacité pour cheminer selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il est question pour le chef du gouvernement Sama Lukonde de construire une cohésion efficace basée sur les résultats. Le ministre des Finances face aux médias ce lundi lors du briefing de presse. Nicolas Kazadi s'est expliqué notamment sur l'exécution du budget de l'État et sur le retard dans la paie des fonctionnaires. L'incendie au lycée Mwanga de Kolwezi, le bilan actualisé renseigne que 44 lycéennes sont complètement guéries et libérées. On déplore le décès d'une lycéenne et 87 autres internées dans les différents hôpitaux. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur Digital Congo Télévision. 44 patients complètement guéris et libérés. Un cas de décès d'une lycéenne. C'est le bilan officiel actualisé, rendu public par le gouvernement provincial du Lualaba ce mardi 25 avril, après une réunion de crise présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. En mission officielle en dehors du pays, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est dit consternée par cette perte en vie. Fifi Masuka Saini a adressé un message de condoléances à la famille éprouvée. On écoute Espérant Mouzakam, ministre provincial de la Santé. Ce matin, soit le 25/4/2023, la situation au niveau des structures sanitaires se présente comme suit.
Nous avons au total 87 patients ou patientes qui sont en hospitalisation. Les autres sont sortis. Parmi celles qui sont en hospitalisation, nous avons notamment un total de 14 du côté du centre Nourou, dont une sortie d'un policier. Au niveau de HPK, nous avons actuellement 8 cas qui sont en hospitalisation, dont 2 cas en réanimation et 6 cas en salle. La mauvaise nouvelle, c'est que la nuit d'hier, autour de 20h30, nous avons pu enregistrer un décès. Il s'agit de la patiente Tanga Maloba, âgée de 11 ans. Au-delà de ça, il y a un malade de HPK, une patiente qui a été transférée vers KCC. Et nous avons 4 patientes qui doivent subir un examen de CT scan ce matin. Nous soulignons que par rapport à l'examen de CT scan, ça ne sera pas forcément les 4 qui doivent faire cet examen, mais ça sera sur évaluation des médecins parce qu'on ne peut faire l'examen d'imagerie que lorsque le patient ou la patiente est stabilisé. Donc il appartiendra au personnel médical de décider de la succession de ces patientes à l'examen. Au-delà de cet aspect, il y a 15 patientes qui vont commencer à revenir en ambulatoire du côté HPK pour la prise en charge physique ainsi que psychique. Du côté méthodiste, nous avons 20 patientes et à Mwangeji, nous en avons 42. Soulignons que du côté Mwangeji, les 2 qui étaient en soins intensifs ou en réanimation sont en train d'évoluer très bien. Et à Bukavu, au sud Kivu, un incendie s'est déclaré cette fois-ci à la prison de Bukavu, dans le sud Kivu, ce mardi avant midi. Des prisonniers ont incendié une partie de ce centre pénitentiaire, dont le bureau du directeur de la prison. Du coup, tous les dossiers des détenus partis en fumée. On parle d'ailleurs d'un détenu, chef de prisonnier, qui a refusé de quitter la prison alors qu'il avait déjà purgé sa peine. Interpellé par l'auditorat militaire pour manifester son refus, il a semé des troubles dans la prison centrale de Bukavu et pour l'heure, la situation est sous contrôle des autorités provinciales. Ouverture ce mardi au Fleuve Congo Hôtel du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, présidé par le Premier ministre. Ces assises de 48 heures visent à construire une cohésion efficace autour de la gestion basée sur les résultats, la bonne gouvernance et l'exécution du programme gouvernemental. Bénédicte Ndembe nous en parle. Ouvert sous le thème « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental », ce séminaire vise surtout à renforcer les capacités des membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce premier jour, l'accent était plus mis sur l'implication des membres du gouvernement dans la matérialisation du programme de développement à la base des 145 territoires. C'est aussi un moment d'échange entre les différents membres du gouvernement dans le cadre du travail commun que nous menons pour l'accomplissement du programme du gouvernement. J'espère donc que les exposés qui seront présentés par les différents intervenants mettront en évidence les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme gouvernemental. Exécution basée aussi sur la gestion du temps. Des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement, qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental. Les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont aussi tour à tour présenté le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Ici à de souligner que les travaux vont se poursuivre ce mercredi 26 avril dans la matinée avant la clôture qui sera faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le budget de 16 milliards reste extrêmement réaliste. Parole de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Il a déclaré ce lundi à Kinshasa lors d'un briefing de presse conjointement animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. La question du retard dans la paie des fonctionnaires, on a eu un choc dû aux dépenses sécuritaires, humanitaires et celles liées aux élections qui ont perturbé la trésorerie, a expliqué l'argentier national du gouvernement congolais. Alalino Mwamba, Jacques Kaboy était là. Élection 2023, problématiques de salaire et bien d'autres sujets touchant les finances publiques. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, rassure et appelle les fonctionnaires de l'État au calme. L'argentier national s'est exprimé sur ces questions le lundi 24 avril à Kinshasa au cours d'un briefing presse à l'initiative du ministre de la Communication et Médias portant sur la participation de la République démocratique du Congo par le canal de Nicolas Kazadi même aux assemblées du printemps FMI Banque mondiale à Washington aux États-Unis d'Amérique. S'attelant à l'occasion sur notamment la question du glissement salarial, il a été rassurant en apportant les explications qu'il faut. Comparé à 2018 ou 2019, les dépenses de rémunération et les dépenses qu'on appelle de fonctionnement contraignant, 2019-2023, elles ont été multipliées par 3, donc une augmentation de 195%. Ça veut dire que nous continuons, en même temps que les recettes s'accroissent, on fait l'effort de retourner cela aux Congolais en termes de rémunération et en termes de fonctionnement contraignant. Qu'en est-il alors des élections? La CENI devrait attendre une autre enveloppe venant du gouvernement. Mais ce sont là tous les jours. Concernant la situation économique du pays en général, Nicolas Kazadi a annoncé un taux de croissance de 8,6%. La République démocratique du Congo pourrait aussi atteindre 9 ou 9,1%. Il faut maintenir le cap actuel tant en ce qui concerne la croissance économique, la collecte des impôts que la réserve de change, a-t-il souligné. A noter qu'au cours de ce briefing presse, l'incendie intervenu au lycée Mwanga de Kolwezi a été évoqué par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui déjà avait rassuré qu'il n'y avait mort d'homme. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu des cas de suffocation, il y a eu des cas de traumatisme ou de fractures, mais les enfants qui ont été touchés ont déjà été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnie sur place. Au plan sécuritaire, dans l'Est, le ministre de la Communication et Médias a indiqué qu'il y avait des discussions en cours pour le retour des autorités administratives dans les zones autrefois occupées par les terroristes du M23. La Commission électorale nationale indépendante CENI ouvre ses portes aux parties prenantes au processus électoral à son siège de la Gombe sur le boulevard du 30 juin. Cela dans le but d'assurer une transparence et une inclusivité du processus. Et pour ce premier jour, les médias, à travers leurs patrons, étaient à l'honneur. Le parti politique Envol est en deuil après l'assassinat ce 25 avril de Fabrice Fouamba, président d'Envol du territoire de Luiza dans la province du Kasaï central, et en croix Delis Esanga, président national de ce parti politique. La cause serait l'intolérance politique. Delis Esanga dénonce par ailleurs l'arrestation de 2 de ses membres à Kananga ce lundi pour motif qu'ils ont critiqué le président de la République. On écoute le président d'Envol dans ses propos recueillis par Amina Mouacha et Jonathan Ibundu. La famille Envol, les libéraux que nous sommes aujourd'hui en deuil. Monsieur Fabrice Fouamba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, président de l'Envol au niveau du territoire de Luiza, a été assassiné ce matin, en plein jour. Ce père de famille d'une 50aine d'années, où son meurtrier a été appréhendé par les services de la police. Les premiers éléments donnent à indiquer que M. Fabrice Fouamba a été ainsi victime de ses opinions, de l'intolérance politique
que l'on a érigé aujourd'hui en système. Cette pratique, j'entends le dire haut et fort, ne va jamais décourager ni l'envol notre parti de poursuivre ce combat contre un système désormais dictatorial et dont on connaît les visages, ni à poursuivre les ambitions que nous portons pour une alternance politique en 2023 parce que notre peuple le mérite. Hier, à Kananga, les services de l'ANR ont appréhendé M. Norbert Dibelay et Maître Ben Ntumba au motif, tenez-vous bien, qu'ils critiquent le chef de l'État. Récemment, à Kilobelobe, au Katanga, plusieurs personnes ont payé de leur vie. Monseigneur Fulgence, au Katanga, n'a-t-il pas été victime d'une visite impromptue de la part des éléments appartenant aux forces de l'ordre? Nous ne pouvons pas, comme Congolais, comme démocrates, continuer à accepter et à tolérer ces actes. Aujourd'hui, on dit, ça ne me concerne pas, parce que ça concerne l'envol. Mais demain, lorsqu'on viendra pour poser les mêmes actes sur vous, il n'y aura personne pour vous défendre. Et c'est pourquoi j'en appelle à ce que tous les Congolais, tous les démocrates et toutes les forces acquises au changement puissent s'élever contre cet acte barbare qui est contre la liberté, contre la démocratie et contre le droit de l'homme dans notre pays. À la fonction publique, 2 secrétaires généraux viennent d'être suspendus par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et en relation avec et au secrétaire général aux relations avec le Parlement. Ils sont tous suspendus pour avoir affecté des personnes non revêtues de qualité de fonctionnaires à des postes organiques. Jean-Pierre Liaou annonce avoir ouvert des actions disciplinaires afin que ces 2 secrétaires généraux soient entendus par le Conseil de discipline. Amina Mouacha nous en parle. Mesdames et messieurs, des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. Les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Nous redresserons notre administration publique dans l'équité, dans la justice, mais aussi dans la fermeté. C'est aussi cela, l'administration intègre, juste et impartiale que le gouvernement de la République, sous la coordination du Premier ministre, voudrait absolument mettre en place, suivant les caps fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous remercie.
Retour en image sur cette journée porte ouverte organisée par la Commission électorale nationale indépendante à l'intention donc des parties prenantes au processus électoral. Et pour ce premier jour, les médias, à travers leurs patrons, étaient à l'honneur. Josué Ngoye, Papi Domingo, reportage. La CENI veut jouer la carte de la transparence et inclusivité dans le processus électoral. Depuis ce mardi, des journées portes ouvertes sont lancées à la Commission électorale nationale indépendante aux parties prenantes au processus électoral qui seront invités au siège de la CENI pour être informés et voir ce qui est fait. Pour ce premier jour, ce sont les médias, à travers leurs patrons, qui sont à l'honneur. Partenaires privilégiés de la centrale électorale, les médias sont les diffuseurs d'informations par excellence, permettant d'éviter la désinformation. Au cours de cette cérémonie, la CENI a présenté aux professionnels de médias les différentes étapes de la révision du fichier électoral, allant de l'enrôlement des électeurs au nettoyage du fichier électoral, en passant par la collecte des données. Rachel Kissita, patronne de Actu 30, se réjouit de cette initiative. Les médias au pluriel ne peuvent qu'accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans son travail. Puisque nous sommes partenaires de la CENI. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Nous sommes le pouvoir de transmission de l'information par excellence, les médias. Et donc, chaque média a le devoir d'avoir au moins une idée précise. On dit bien, le journaliste raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Pour le premier vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, le mot glissement n'est pas à l'ordre du jour et invite les partis politiques à se préparer. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou aux candidats. Personne, comme l'a dit Madame le rapporteur, ni même la CENI, ne peut arrêter à ce jour. Nous avons pratiquement traversé le point des non-retours. Rappelons que ces journées portes ouvertes se tiendront jusqu'au 4 mai prochain. Plusieurs parties prenantes sont attendues, notamment les organisations de la société civile, les partis politiques toutes tendances confondues, les membres du gouvernement et le Parlement. Les agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé manifestent leur soutien à l'actuel comité de gestion. Ce mardi, au siège social de cette structure, tous les agents et cadres ont dénoncé ce qu'ils qualifient de propos mensongers tenus par des personnes non habilitées sur certains médias et réseaux sociaux contre le travail abattu par le comité de gestion. Ruth Ngapiende et Josué Ngoye nous en parlent. Des banderoles et des chants pour soutenir le comité de gestion de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP. Ce mardi matin, des agents et cadres de cette entreprise publique ont improvisé une manifestation de soutien au comité de gestion de leur entreprise et surtout au directeur général Miguel Katembe, accusé par certains de mégestion. Dans une déclaration lue devant la presse, les agents et cadres disent soutenir à 100% ce comité de gestion qui, selon eux, a apporté beaucoup de changements dans l'entreprise. Nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARSP que nous sommes. Alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. Dans l'entretemps, ces agents et cadres mettent en garde tout celui qui tiendrait des propos mensongers à l'endroit de leur comité de gestion. Et puis, les activités commerciales étaient totalement paralysées ce mardi à Mbujimaï, au marché central Bakwadianga, situé dans la commune de Dibindi. À la base de cette paralysie, une journée sans marché
décrétée par les commerçants et une marche de colère qu'ils ont concomitamment organisée pour manifester contre l'annonce de la démolition de ce centre de négoce et sa reconstruction de type moderne. Le gouvernement provincial tarde à se prononcer à ce jour sur la paralysie observée sur le marché, tandis que le coût des travaux de la reconstruction et la société qui va les exécuter sont encore inconnus. Le gouvernement congolais, via le ministère des Infrastructures et Travaux publics, vient de signer un contrat de réhabilitation et de modernisation du tronçon routier Kwilungongo-Kimpangu sur la route nationale numéro 15 avec le consortium SRBC Technovia. Cette route d'une centaine de kilomètres permettra de développer le commerce intérieur et le trafic transfrontalier avec l'Angola. Blanchard Baïmbe nous en parle. C'est formalisé la route Kwilungongo-Kimpangu, longue d'une centaine de kilomètres sur la route nationale numéro 1, va connaître le début des travaux de modernisation après un long processus qui a débuté par des études de faisabilité. La signature du contrat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Infrastructures et Travaux publics et les consortiums SRBC et Technovia. Il s'agit d'un projet stratégique pour la République démocratique du Congo qui tient à cœur les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a rappelé aux deux entreprises contratantes le respect des délais requis pour l'exécution des travaux selon les normes et les standards internationaux. Les consortiums composés des entreprises portugaises et chinoises rassurent quant à ce. Serge Nawej, avocat du consortium, revient sur le contenu de ce projet qui va faciliter les commerces intérieurs et le trafic transfrontalier avec l'Angola. Nous nous sommes engagés, le consortium s'est engagé à faire un travail aussi rapide que possible parce que cette route est une route stratégique. Et nous comprenons le caractère important de cette route, non seulement, comme je vous indiquais, pour l'éclosion et favoriser le commerce intérieur, et, parce que c'est une route qui mène sur le Bas-Congo, donc jusqu'à Kinshasa, mais également pour le trafic transfrontalier qu'il y aura, particulièrement avec l'Angola, puisque cette route mène également sur l'Angola. Ces contrats consistent à réhabiliter et moderniser la route allant de la bifurcation de la route nationale numéro 1 de Kwilungongo à Kimpangu, environ 100 km, et la voirie de Kwilungongo de 8 km et celle de Mbanzangongo 8 km, ainsi que les infrastructures frontalières et connexes à Kimpangu. Rendons-nous au Congo central où le député national élu du territoire de Sekebanza a installé des puits de forage et des fontaines dans plusieurs villages et cités de Sekebanza. Une promesse qu'il avait faite à sa base en vue d'améliorer la desserte en eau potable dans ces contrées longtemps restées sans eau. Un geste salué par la notabilité de Sekebanza. Jean-Claude Kidoulou. Ces eaux de forage et fontaines ont toutes les qualités par rapport à la potabilité. Elles sont claires, limpides, les bons saveurs, une bonne odeur et une filtration fine pour éliminer les impuretés. C'est ces eaux-là que le député national, le docteur Honoros Kaoussa, Joachim Avongo Chikou, a offert à ses électeurs du territoire de Sekebanza pour la consommation. Vous savez d'abord que l'eau c'est la vie. Quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Ce sont mes électeurs. Je ne comprends pas comment mes électeurs peuvent manquer l'eau. C'est normal parce que je suis seul. Ils ont besoin de moi. Comme moi aussi j'ai besoin d'eux. Nous sommes en symbiose avec la population. Ils étaient comblés de joie de voir un problème qui a perduré et trouver la solution par leur député national. Cette population qui fut abandonnée il y a longtemps, nous sommes satisfaits. C'est un acte de reconnaissance et nous sommes aussi conscients pour les soutenir qu'ils puissent aller de l'avant. Donc nous sommes derrière lui. C'est un travail qui nous a coûté. Ça nous a coûté, nous-mêmes nous étions à l'impossibilité de réaliser. Parce que c'est un acte de nul
n'a jamais fait ici à Kinshasa. Dans plusieurs villages et cités, ces puits de forage et fontaines ont été construits sous le financement du député national, le lit de Sekebanza, Joachim Mavungu Chiku, communément appelé Nkazivwadi, qui signifie l'oncle de la famille. Les représentants des villages et cités ont répondu présents à cette cérémonie d'inauguration. Partout où il est passé, l'honorable député national, Joachim Mavungu Chiku, a été accueilli chaleureusement par les habitants de sa contrée. Des chants et danses étaient à son honneur. Cela démontre avec certitude comment il est aimé par cette population de Sekebanza. Célébration ce 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi pour cette année par l'Organisation mondiale de la santé est « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Dans le domaine de la lutte antivectorielle, il y a 28 nouveaux produits en étude et plusieurs vaccins antipaludiques sont en cours de mise au point. Notez que depuis 2021 jusqu'à présent, le taux de paludisme varie de 160 millions à 360 millions de personnes atteintes dans le monde. Grâce Ngitoukulu et Ruth Moussana, Josué Ngoy nous en parle. Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce mardi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, le taux des personnes atteintes du paludisme connaît une hausse sensible et a même pris des proportions inquiétantes, alerte ce professionnel de santé. Nous avons constaté une hausse des taux de paludisme dans nos différents centres. Pour le docteur Kalala, il est possible d'éradiquer le paludisme dans la ville de Kinshasa si l'on tient compte des mesures sanitaires y relatives, entre autres l'assainissement de la ville de Kinshasa et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Selon l'OMS, oui, c'est possible d'atteindre les 0 cas de paludisme, mais cela peut se faire par l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et l'assainissement de l'environnement. Cependant, pour cela, nous demanderons au gouvernement de travailler beaucoup plus sur ces deux problèmes-là. S'agissant du traitement, ce médecin déconseille notamment les parents, voire tous ceux qui sont atteints, de recourir à l'automédication au risque de s'exposer aux graves conséquences qui peuvent s'en suivre. On en vient à ce message de remerciement des responsables de la société de transport Classic Coach envers les autorités provinciales du Lualaba. Une réaction qui intervient après restitution ce lundi de deux bus de cette société arrêtés par la brigade antifraude le 20 avril dernier, accusés d'avoir transporté notamment des minerais en provenance de la cité de Fungurume. Bénédicte Ndembe nous en parle. C'est une réaction qui intervient au lendemain de la récupération de 2 bus immatriculés de transport en commun de la société Classic Coach, retenus par le ministère provincial de l'Intérieur du Lualaba. Ces bus étaient interceptés le 20 avril dernier par la brigade antifraude pour avoir transporté des minerais de cathodes et câbles électriques volés en provenance de la cité de Fungurume, dans la province du Lualaba, et libérés 4 jours plus tard, soit le 24 avril, après des enquêtes approfondies qui ont lavé l'entreprise. Jacques Mukonga Sefou, avocat conseil de Classic Coach, remercie les autorités provinciales du Lualaba pour avoir entendu et surtout considéré leurs moyens de défense. Ici, le premier propos est d'abord de remercier les autorités provinciales, et en l'occurrence le ministre lui-même, parce qu'il a eu une oreille attentive pour entendre les moyens de défense de Classic Coach. Lorsqu'on présente les bus, tout ce qu'on voit, ce sont les bus, mais on ne voit pas ce qu'on accuse les bus d'avoir transporté, alors que généralement, on l'a vu pour de nombreuses fois où d'autres avaient été appréhendés pour ce type de situation, ont montré aussi bien le moyen de transport que les objets transportés. Mais finalement, on sait, après des investigations, l'autorité a considéré que les accusations portées n'étaient pas fondées à suffisance de droit, parce que finalement, on n'avait pas réussi à montrer ce qui avait été transporté.
Avec une cinquantaine de bus, un pan neuf, ayant un confort à la hauteur d'une grande société de transport, la société classique Coach dit s'investir de manière active dans le secteur de transport en vue de faciliter le déplacement des Congolais dans le Grand Katanga, Congo central, Grand Kasaï, Grand Bandundu et autres destinations. Hors de nos frontières, le président américain Joe Biden a annoncé sa candidature pour sa réélection à la présidentielle de 2024 avec Kamala Harris, vice-présidente actuelle, comme colistière. Le président américain dit souhaiter continuer le travail qu'il a commencé, celui de défendre les libertés individuelles et droits civiques. Fifi Kouchipon pour le commentaire. C'est à travers un message vidéo que Joe Biden a annoncé ce mardi sa candidature à sa réélection en 2024 avec Kamala Harris, vice-présidente actuelle des États-Unis, comme colistière. Le démocrate de 80 ans, qui a en même temps lancé officiellement sa campagne, dit souhaiter finir le travail qu'il a commencé. Chaque génération à un moment où elle doit défendre la démocratie pour défendre leurs libertés fondamentales. Je crois que c'est le nôtre, a indiqué le président américain. Il veut ainsi défendre les libertés individuelles et les droits civiques. Le président américain a l'occasion d'énoncer les extrémistes de MAGA, Make America Great Again, les partisans de Donald Trump. Son adversaire, lors de la précédente élection, est également de nouveau candidat à la course à la Maison-Blanche, malgré ses dossiers judiciaires. Toutefois, l'ancien président ne fait pas l'unanimité, même dans son propre camp. De nombreux républicains placent en effet leur espoir dans une possible candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, considéré comme l'étoile montante de la droite dure du pays. Ce mardi, quelques instants après l'annonce de Joe Biden, le parti républicain a accusé l'actuel président d'être déconnecté. Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'il pense mériter 4 ans de plus au pouvoir alors qu'il ne fait que créer des crises, a dénoncé la chef du parti, Ronna Daniel. Et c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Digital Congo Télévision.